Matteo Cesari, bonjour. Et tout d'abord, merci d'avoir accepté de participer à cet entretien à l'occasion de la sortie du CD de Stéphane de Gerando, Morphilud, sur lequel vous tenez un rôle essentiel puisque vous êtes le soliste. Cette œuvre est extraite du Labyrinthe du temps de ce grand compositeur. Alors, première question que beaucoup de gens se posent à l'écoute de la complexité de cette œuvre, qu'est-ce qui vous a donné envie d'accepter la proposition de Stéphane de Gerando de collaborer à la création de Morphilud? Déjà, merci pour l'invitation et pour l'invitation à tenir cet entretien. C'est rare déjà de s'exprimer si longuement, en fait, d'une façon assez approfondie sur un CD. C'est une chose que, en fait, c'est la première fois que ça m'arrive, effectivement. Et la rencontre avec Stéphane s'est faite, si je ne me rappelle pas, par téléphone ou par les réseaux sociaux. En fait, je ne le connaissais pas personnellement. Je ne me sens pas coupable de ne pas connaître parce que, au fait, c'est normal, il y a beaucoup d'artistes et compositeurs d'aujourd'hui, donc c'est normal toujours de passer à côté de quelque chose. Et au fait, ce qui m'arrive assez souvent, c'est de me concentrer, dès que je trouve un langage qui m'intéresse, j'essaie de me concentrer au max. Donc c'est une chose qu'avec le temps, j'ai un peu accepté, c'est-à-dire de passer à côté de quelques personnalités, quelques compositeurs. Et ça m'a fait beaucoup plaisir qu'il m'a contacté pour me parler de ses projets. Il faut être aussi un peu pragmatique dans la vie de nos jours en tant que musicien. Donc, au fait, j'ai accepté parce que ça m'intéressait. Au fait, il présentait bien la chose. Il me parlait aussi. Forcément, c'était une création, donc je ne voyais pas la musique avant. En fait, on parlait d'une collaboration, donc quelque chose qui était un peu en work in progress. Et donc, sur lequel, avec le temps, j'ai un peu appris à accepter le fait que je ne vois pas ce que je devrais interpréter dans le futur. C'est qu'au début de mes années, en fait, me gênait un peu. Parce que je voulais toujours, en fait, voir les partitions avant de décider si les interpréter ou pas. Pas forcément parce que je ne les aimais pas, mais parce que comme tout artiste, je pense, vous avez des pièces que, autour de vos 20 ans, vous arrivez à comprendre plus facilement et que peut-être au fil des années, vous ne comprenez plus pour quelles raisons vous étiez attiré par ces pièces. Et dans des autres cas, c'est l'inverse, c'est-à-dire vous avez des pièces que dont vous regardez la partition, vous ne comprenez absolument rien musicalement. Et au contraire, au fil de votre vie, vous comprenez qu'au fait, vous commencez à trouver un peu le fil. Et le travail avec Stéphane de Gerando, c'était une troisième catégorie. Parce qu'au fait, vous devez vous confier au rapport humain que vous avez avec la personne, qui était excellent et toujours très sympathique depuis le début, mais vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas la chose que vous allez interpréter. Donc, la seule chose sur laquelle vous pouvez vous baser pour commencer une collaboration, c'est déjà, il faut que ça se passe bien humainement. Parce que sinon, ça peut devenir très compliqué. Et c'était bien le cas. Et après, vous écoutez à peu près ce que la personne, ce que les compositeurs ou la compositrice a fait auparavant. Et vous faites un peu un pari. C'est toujours un peu un pari, la création. Ce qui m'est gêné, comme je vous ai dit un peu au début, mais maintenant, on l'accepte, en fait. Et donc, on se lance un peu quand même dans le vide. Hein, et je suis content que les résultats aient certains succès. De toute façon, je me suis trouvé toujours bien avec lui pour travailler avec lui. Et je suis content d'avoir un peu fait ces petits sauts dans le vide avec. Voilà. Alors vous soulevez un point très intéressant, hein, parce que vous êtes un flûtiste engagé dans pas mal de réseaux institutionnels dans la création musicale contemporaine, et là vous venez de soulever le sujet du choix du soliste. Donc c'est un peu le choix, quel est votre mot à dire en général que vous pouvez avoir sur la programmation des œuvres pour lesquelles on vous sollicite? Effectivement, quand vous êtes soliste, vous êtes dans une orchestre ou dans un ensemble, l'attitude, le choix n'est pas du tout le même. Votre positionnement n'est pas du tout le même. Dans un orchestre, rarement on a le musicien a rarement
son mot à dire sur le choix artistique et la programmation. L'ensemble, normalement, non, sauf si c'est un collectif d'interprètes. Donc, il y a comment dire, une collectivité qui prend les choix artistiques. Normalement, il y a toujours un directeur artistique, pas pour une question d'organisation pyramidale, mais parce que forcément, si vous commencez à interroger 12 personnes sur leur choix esthétique et artistique, ça peut devenir très compliqué. Alors, en fait, quand vous êtes soliste, vous êtes tout seul, à peu près. Donc, le choix que vous portez sur les pièces forme aussi l'image qu'on peut avoir de vous, mais pas seulement. C'est-à-dire, elles doivent être faites aussi en choisissant des pièces qui vous forment. Pas seulement les pièces simples comment dire, qui vous caressent dans le sens du poil, c'est-à-dire avec lesquelles vous trouvez tout de suite une entente. Mais des fois, c'est arrivé que j'ai choisi une pièce parce que il y avait quelque chose qui s'est caché derrière la brume, mais que je ne comprenais pas tout à fait et que je voulais accepter le défi de voir si j'arrivais à faire quelque chose. Ça m'est arrivé récemment avec une pièce de Bernard Zimmermann que j'ai choisie parce que je comprenais absolument rien de ce qui est écrit. Il y avait vraiment une confrontation au niveau de l'écriture, au niveau esthétique. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait. Et donc, je me suis par exemple lancé le défi de me forcer à le programmer dans un concert et donc me retrouver dans l'obligation de la faire. Mais je m'étais obligé d'une façon très autonome. Donc, l'important, c'est que quand même l'interprète reste, les solistes dans ces cas-là, reste quand même curieux, toujours, et je me rends compte avec quand même, pas l'âge, parce que je viens d'avoir 40 ans, mais c'est quelque chose qu'il faut nourrir toute sa vie, parce que vite fait, au fait, on s'est repli sur soi, et vite fait, on n'a plus envie d'être curieux, on cherche le confort de sa propre maison dans un point de vue artistique, et donc c'est important de rester un peu toujours sur les pointes, de toute façon rester toujours dans une situation confortable mais pas trop. Donc mes choix artistiques relèvent plutôt de ça en fait. D'accord, donc du coup, si je résume, il y a les créations dans lesquelles vous vous sentez bien quelque part, et celles dans lesquelles vous savez que vous vous sentirez bien parce qu'elles représentent un défi pour vous. Pas forcément. C'est des défis. C'est-à-dire que chaque fois un défi. Oui, vous savez pas en fait. Il y avait par exemple, maintenant j'ai quand même joué beaucoup de musiques de Salvatore Charrito. À l'époque, j'ai eu une première réaction de dégoût le plus total. Donc les choses évoluent, vous tentez, vous pensez, est-ce que ça me ferait bien de travailler quelque chose avec lequel je ne suis pas confortable? Oui. Enfin, c'est toujours bien d'aller vers l'autre, dans le sens où l'autre, on peut parler d'autre quand un compositeur qui a laissé derrière soi un texte que vous ne comprenez pas, il a essayé d'exprimer quelque chose qui ne vous appartient pas encore, et peut-être ne vous appartiendra jamais, il a laissé quelque chose. Donc l'effet d'aller vers quelqu'un d'autre, forcément, c'est aussi accepter que quelqu'un d'autre le pense d'une façon différente de la vôtre. Alors après, est-ce que vous allez dans sa direction ou est-ce que vous essayez de la faire vôtre? C'est toujours ça la question. Et des fois, pour revenir à cette pièce de Tempus Loquendi de Zimmer, la première fois que je l'ai interprétée, c'était pas un vrai succès, au moins d'un point de vue personnel. Et là, je me suis remis. Donc, il faut toujours rester en dialogue avec son temps et essayer de se mettre défi. Voilà. Et donc, toutes les créations qu'on vous propose, vous les appréhendez, pour ainsi dire, sur un pied d'égalité, quelle que soit la façon dont vous les prenez, vous les voyez la première fois. Ça ne m'est pas encore arrivé de refuser une création, parce qu'en même temps, là par exemple j'ai des créations dans les projets futurs, mais je ne vois pas l'œuvre normalement. En fait, ce qui est très difficile avec les œuvres des créations, c'est de savoir comment les placer dans un programme, forcément. Parce que jusqu'à quand vous voyez la partition, vous ne voyez pas la partition, vous ne savez pas comment le situer. C'est très difficile aussi, je me mets dans la peau des festivals de musique contemporaine,
qui programme beaucoup d'œuvres de création, vous ne savez pas comment exactement les structurer dans un ordre du concert, parce que vous ne savez pas, vous ne connaissez pas quelle est la tension de la pièce. Donc voilà, les créations, c'est toujours... on fait vraiment un saut dans le vide. Donc ça m'a jamais arrivé de... Si vous acceptez de faire de la création, il faut accepter aussi cette partie on ne sait pas. On ne sait pas. Je ne suis pas encore au courant de la situation. Et la création, souvent, c'est quand même... Pour être un peu plus pragmatique, des fois, il y a des retards. Des fois, la partition arrive dans un moment où vous êtes complètement chargé d'autres choses à faire. Donc, et si la pièce est compliquée au niveau technique et le temps est restreint, ça peut être compliqué d'avoir vraiment une création plein de succès, c'est-à-dire qui est aboutie au 100 et 1%. Ça peut être compliqué. Donc, il faut toujours... Je pense que on l'apprend un peu en vivant, c'est-à-dire il faut apprendre que la musique est de toute façon un processus en continue évolution. L'œuvre d'art, ce n'est pas comme les tableaux, ce n'est pas quelque chose de figé. En musique, ce n'est pas la partition non plus, l'interprétation, c'est un processus qui est en évolution continue, qui ça ne s'arrête pas. Voilà, un concert, c'est juste une photo d'un moment, d'un instant, dans lequel il y a tout. C'est-à-dire, il y a la journée, il y a comment vous vous sentez, comment interpréter la journée, il y a vos problèmes personnels, il y a les rapports humains avec les compositeurs, il y a beaucoup de choses. Donc, il faut toujours rester curieux et vouloir faire plus. De toute façon, ça ne sera jamais suffisant. Alors, quand on se replonge un peu dans l'histoire de la musique contemporaine et surtout de musique contemporaine pour flûte, qui a engendré pas mal d'évolutions dans les différents modes de jeu, on s'aperçoit que ces évolutions sont dues à des personnalités assez fortes, des compositeurs audacieux qui ont vu loin, mais aussi des interprètes qui ont accepté d'aller eux aussi plus loin par rapport à ce qu'ils connaissaient jusqu'à présent, ou des chefs d'orchestre qui ont ouvert de nouvelles voies à travers leurs propres choix artistiques. Est-ce que vous, dans votre carrière, vous avez déjà croisé des artistes de ce type, enfin, ces espèces de précurseurs, on va dire, qui ont poussé le chant de la flûte plus loin que ce qu'il était? Pour parler justement un peu de la flûte et mais des pays, c'est-à-dire l'Italie et les pays d'adoption qui est la France, j'étais quand même assez chanceux, c'est-à-dire il y en a plusieurs. À l'époque où j'étais au conservatoire en Italie, à Bologne, je me rappelle, il y avait cette figure qui était Roberto Fabriciani, qui était, disons, un peu les pionniers, vraiment les pionniers à une certaine époque, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'interprètes qui voulaient collaborer avec les compositeurs de leur temps. Il y avait notamment aussi, encore avant Fabriciani, il y avait Severino Gazzelloni. Et pour revenir à Roberto Fabriciani, par exemple, lui, il avait collaboré avec Luigi Nonni, il avait collaboré avec Salvatore Sciarrino. Et à l'époque, je ne faisais pas toute la musique contemporaine. Et je me rappelle que le regard qu'on portait vers ces figures, c'était assez... on le dénigrait, en fait. On disait, je me rappelle, ils font de la musique contemporaine parce qu'ils ne savent pas jouer les notes longues, des notes tenues. C'est qui, dans certains cas, c'était peut-être un peu avéré à l'époque, mais peu importe, en fait. Il y avait ces regards dans le sens que qui faisait la musique contemporaine, c'était quelqu'un qui ne pouvait pas faire l'orchestre. Et donc, le rapport avec ces compositeurs, c'était quand même quelque chose de très intéressant. Après, effectivement, mon intérêt pour la musique contemporaine est légèrement changé, pour être un peu ironique. Et j'ai fait des études à Strasbourg avec Mario Caroli, qui maintenant est professeur à Freiburg. Et au fait, il y a comme un changement dans la génération des flûtistes. Et donc, en fait, ce qui m'intéressait plutôt, c'était pas comment ils interprétaient les pièces. Je me suis rendu compte parce que au fil des années qui passaient à étudier avec Mario Caroli, ce qui m'intéressait vraiment, c'était tout ce qui était les histoires de rapports entre interprètes et compositeurs. À l'époque, cela me fascinait énormément. J'avais toujours soif de plus d'histoires, de
de savoir ce qui s'est passé lors d'une création, ou de la collaboration, le choix d'un titre, etc., etc. Ça, je trouvais très, très intéressant. Et ensuite, en France, il y avait bien sûr Pierre Rivarteau, qui était un des pionniers avec des compositeurs en particulier qui résidaient, qui étaient en France, et de toute façon qui traversaient la France pour leurs études, pour des autres raisons. Donc, c'est des figures qui, comment dire, focalisaient sur eux un peu le centre d'intérêt des compositeurs. Parce que effectivement, il n'y avait pas beaucoup de monde qui voulait se risquer dans ce genre de répertoire. Maintenant, les choses sont un peu changées. C'est pas parfait, bien sûr. La musique contemporaine reste encore regardée un peu avec méfiance dans certaines institutions. Mais en fait, il y a quand même une évolution. C'est plus diffusé auprès des jeunes interprètes. Et heureusement, il y a une évolution dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on essaie de les faire côtoyer les jeunes générations un peu plus tôt. En fait, avec la musique contemporaine, c'est la seule façon de changer leur attitude au répertoire d'aujourd'hui. Alors justement, puisque vous parlez d'aujourd'hui, on est dans une époque où tout va très vite, où on voudrait que tout aille très vite, on est toujours plus ou moins suspendu à des considérations économiques qui ne font pas forcément bon ménage avec la création. Est-ce que vous pensez qu'à cette époque actuelle bouillonnante, mais parfois un peu stérile, il y a encore la place pour des pionniers tels que vous avez évoqués? Oui, il y a bien sûr la place, ça c'est sûr et certain. Après, dans le monde d'aujourd'hui, la technologie est très envahissante. Je trouve que, bien sûr, comme pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut toujours, en tant qu'interprète, instrumentiste, rester toujours curieux. Je pense qu'à certains stades, dans l'apprentissage d'un instrument, je me demande si peut-être la technologie arrive un peu trop tôt, c'est-à-dire l'utilisation des technologies arrive un peu trop tôt, c'est-à-dire que on n'aboutit pas encore le travail sur son propre instrument, alors que déjà on y injecte de la technologie. Moi, par exemple, je commence que maintenant à commencer à brancher, disons, de l'électrique, pour parler d'une façon générale, à mon instrument. Je pense qu'il faudrait arriver au bout d'un certain travail d'apprentissage sur l'instrument, parce qu'en fait, ce n'est pas l'effet d'avoir une liberté, c'est un peu illusoire, l'effet de multiplier les possibilités et se retrouver libre. En réalité, la liberté créatrice se développe quand vous avez des contraintes. Alors, en fait, dans l'effet de multiplier, comment dire, faire exploser nos propres instruments acoustiques avec, le plus jeune âge aussi, une injection électronique, je me demande si est-ce que ça limite pas, en fait, la créativité mentale, la vision, en fait, parce que je suis vraiment convaincu que la vision qu'on doit avoir au niveau artistique doit se positionner plutôt dans la pensée, et ensuite, avec ce qu'on a, on trouve des stratégies pour la réaliser. Ce n'est pas l'inverse, en fait. Ce n'est pas en ayant une entière institution institution à notre disposition avec tous les moyens électroniques possibles que vous trouverez votre havre où vous pouvez voilà, trouver la créativité. Au contraire, la limitation, je trouve que c'est quand même quelque chose de très fructueux. Donc oui, je suis sûr qu'il y a des pionniers. Je me pose juste une question sur à quel moment nous donner toute cette possibilité qui nous est offerte par la technologie, en fait. Si on revient à Morphilud, le dernier enregistrement qui vient de paraître, Stéphane de Gerando, dans le livret du CD, rappelle qu'une des conditions de réussite dans la collaboration entre le soliste et le compositeur, c'était
une planification, enfin un calendrier un peu prévisionnel de travail en commun, chaque étape s'enrichissant de la précédente, mais tout en restant relativement souple pour ne pas enfermer ce calendrier. Enfin, on ne crée pas un projet informatique, on n'est pas dans une planification, on ne fait pas du génie civil, quoi. Donc il faut aussi que à la fois le compositeur et le soliste puissent adapter ce calendrier et lui donner de la souplesse. Est-ce que cette approche a influencé votre façon de travailler par rapport à d'autres travaux que vous avez pu réaliser auparavant? Bon, en fait, c'est déjà un cas plus unique que rare, j'aurais tendance à dire. Et si je pense, en réfléchissant à mon expérience, en fait, ça dépend du compositeur, tout simplement. C'est vrai qu'avec l'utilisation de l'électronique, ça change bien sûr la donne. Mais pour ce qu'il en est par exemple du travail avec un instrument soliste, franchement j'ai tout vu. Du compositeur qui vous donne juste la partition achevée, au compositeur qui va être présent, va chercher des sons au tout début ensemble en faisant une espèce d'atelier, un peu des recherches communes. Donc j'ai un peu tout vu. Moi ça ne me gêne pas en fait. Je dois avouer qu'il y a une petite excitation supplémentaire quand la partition est finie et je dois essayer, sans être en contact avec le compositeur, de comprendre en fait, ce qu'il voulait. De ne pas forcément le suivre tout le temps non plus, mais voilà, essayer de vous faire un chemin dans un texte qui est laissé par quelqu'un d'autre. Ça, je trouve assez excitant au niveau artistique. Mais c'est vrai qu'avec Stéphane de Gerando, on a fait un travail de longue haleine, on s'est vu plusieurs fois, on a adapté des choses, on a ajouté des choses, on parlait d'écriture, de notation. Je me rappelle qu'une fois, on a eu une vive discussion sur comment noter une certaine chose. C'est des discussions qui sont normales et chacun a des positions différentes. La notation, c'est quelque chose qui m'est très cher parce que je n'aime pas trop la tradition orale, qui à certains moments, qui était, si vous voulez, était présente institutionnellement avec Luigi Norno, si vous voulez, mais de temps en temps, elle se représente un peu. Il y a des vagues un peu où on note de moins en moins, et l'effet de noter de moins en moins, ça me porte à me poser des questions. C'est-à-dire qu'on revient un peu à la tradition orale, et du coup, il y a plus ce surpassement de la notation, en fait. Et aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aime bien vraiment avoir que quelqu'un laisse derrière soi des traces d'une pensée différente de la mienne et que je me force à y rentrer dedans. Et je pense que ça pourrait nous donner des pistes aussi au niveau sociétal sur l'effet d'essayer de un peu se comprendre l'un l'autre sans forcément se replier sur soi-même. Donc oui, effectivement, ce travail était un travail de longue haleine. Il y a eu des tours après. Il faut être pragmatique, ça dépend aussi de la situation géographique où vous vous trouvez, où le compositeur, l'interprète se trouve. Est-ce que les questions financières aussi permettent aussi de se rencontrer si fréquemment? Il y a tout ça, mais les calendriers de l'artiste, en fait, donc c'est au cas par cas. En fait. S'il y a eu cette chance, effectivement, c'est une chance plus unique que rare dans mon contexte. D'accord. Et donc, vous avez obtenu un doctorat il y a une dizaine d'années. Est-ce que le fait de travailler et puis d'obtenir ce doctorat, ça vous a préparé justement à ce type de collaboration itérative, avec des points successifs, des points d'étape, si on peut dire? Est-ce que le fait d'avoir le doctorat vous a un peu préparé à ce type de travail? La raison pour moi pour faire un doctorat, c'était que je pense que c'est essentiel pour l'interprète d'aujourd'hui de faire les ponts entre, je trouve normal, en fait, entre recherche
avoir une recherche approfondie sur les textes et, pour produire une interprétation le plus cohérente possible. En fait, de toute façon, les plus informés, que ça ne suit pas juste le j'aime bien, entre guillemets, que de temps en temps on risque un peu d'entendre, même sur la musique d'aujourd'hui. C'est vrai que c'était quand même quelque chose un petit trauma dans ma vie, ce doctorat, étant donné, ça m'a obligé, en fait. C'était un peu comme accepter de faire une création. C'est-à-dire que, je me rappelle, j'avais fait un peu, on était quand même à la 3e année, et j'avais fait un peu de travaux de recherche, mais vous vous rendez pas compte, un doctorat avec la Sorbonne pour musicien, avec en plus la Sorbonne, ils voulaient vraiment que ce soit un doctorat musicologique, pas différent de ces doctorates que vous trouvez dans les pays anglo-saxons en fait. Par exemple, un livre sur la technique contemporaine de la flûte, ça n'était pas un sujet accepté dans ce sens-là. Ils voulaient un sujet quand même musicologique avec une thèse à démontrer. Et donc, je me rappelle qu'à un moment, j'ai décidé la date avant d'avoir écrit un mot. Donc en fait, ça m'a vraiment fait rentrer dans un tunnel où tout était là, en fait. Donc, mais il faut le structurer, donc, les mettre sur papier. Ça ne peut pas rester ici. En fait, l'effet déjà l'écrire, ça vous force bien sûr à penser, à réfléchir, à essayer de constituer des phrases, une logique aussi du discours. C'est que, si vous voulez, ça peut aller avec la discussion qu'on a eue sur l'importance de noter, de mettre noir sur blanc certaines choses. Parce que déjà, l'action de noter quelque chose, ça vous force, vous êtes obligé de réfléchir. Vous ne pouvez pas écrire un brouillon. Et donc, c'était quelque chose les derniers mois, il était un peu dur. Mais je ne sais pas si j'en ferai un deuxième. Mais c'était quelque chose de très formateur, notamment aussi pour la langue, qui était quelque chose de difficile. En fait. J'étais encore en train de penser en italien, les traduire après. Heureusement, mon directeur de recherche m'a un peu aidé à progresser, à changer. Ça a beaucoup changé, au fait. Et après, c'est quelque chose qui s'est un peu... peut-être j'ai eu un peu de overdose du moment. Donc l'intérêt un peu vers la recherche et écrire quelque chose sur la musique est revenu que récemment. Donc ça a pris quand même, j'ai eu une petite anémie de quelques années, mais c'est quelque chose qui reste très présent à moi. Alors, donc vous êtes un musicien, chercheur. Stéphane de Gerando, lui, est un compositeur-chercheur. Il compte plus de 40 publications, articles qui sont liés à ces questionnements compositionnels. Dans Morphilude, on retrouve l'écho de ces questionnements, avec des procédés d'écriture, des choix esthétiques. Donc, est-ce qu'en plus du lien particulier qui unit le soliste avec le compositeur, vous avez ressenti une affinité particulière entre chercheurs dans le travail sur Morphilude? En fait, je pense que de toute façon, un compositeur doit être un chercheur, dans le sens qu'il doit chercher sa propre voix, sa propre esthétique, comment pas forcément comment la défendre, mais comment la présenter. Il faut quand même la communiquer d'une façon ou de l'autre. Donc, je pense qu'un compositeur est en soi un chercheur. Après, le travail que j'ai eu avec la partition, j'aime bien des fois rester un peu légèrement à distance des processus d'écriture, des fois, pour me laisser un peu de marge, pour rester un peu dans l'abstraite et pour dire, peut-être cette fois, en fait, pendant l'enregistrement, on était toujours présent, on se voyait assez souvent, et donc cette fois, c'était dans cette direction-là. Si jamais il y aurait une deuxième possibilité, peut-être je ferais d'une façon un peu différente. Forcément, vous êtes à chaque fois, vous changez comme personne, donc je pense que c'est normal aussi de ne pas
Pensez-vous, de temps en temps, avec mes élèves, moi j'aime bien leur donner les partitions en enlevant les titres et les noms du compositeur ou compositrice. J'aime bien de temps en temps brouiller un peu les pistes pour qu'on perd un peu toujours ces repères, ces ancrages avec l'histoire ou la personne qu'on a toujours cherché. Est-ce que peut-être si on regardait, je sais pas, Hammerklavier de Beethoven, on a enlevé Hammerklavier et on ne savait pas que c'était Beethoven, est-ce qu'on l'approcherait différemment, avec un peu plus de liberté, moins de lourdeur sur les épaules, avec tous les années d'interprétation. Peut-être elle aura une vue neuve. Donc, j'aime bien garder un peu de distance. Mais c'est une chose que vous devez faire un peu au début. C'est une pratique qu'au fait, il faut quand même appréhender au début. Après, vous arrivez à en faire abstraction dans votre tête. Mais je pense que c'est un exercice intéressant à faire, de rester de temps en temps un peu dans l'abstrait ou poser tout simplement votre instrument. Ne pas lire la partition avec votre instrument, avec ses limitations, vos handicaps, problèmes techniques, en fait, que vous portez sur vous sur le moment, et de les voir tout simplement dans votre tête. Essayez de vous faire une image un peu plus libérée, en fait. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, est-ce que vous pensez qu'il serait intéressant pour un interprète au préalable de prendre justement connaissance d'une partie de la recherche du compositeur, de Stéphane en particulier, tout ce qui est notation d'échelle élémentaire de durée, tout ce qui est processus algorithmique, est-ce que ça apporterait quelque chose de prendre connaissance de tout ça avant de travailler, ou justement est-ce qu'il faut garder l'effet de surprise comme vous dites? C'est difficile de me prononcer par rapport à ce que les autres interprètes devraient faire. Moi, j'ai changé d'avis plusieurs fois, donc au fait, de temps en temps, j'ai un peu peur que je me rends compte que même en parlant avec les publics de la musique d'aujourd'hui, si vous rentrez trop dans le détail de comment elle est constituée, tous les processus de calculation, en fait, ils retournent dans leur petit escargot et ils oublient aussi un peu que la musique, en fait, c'est pas le cerveau, ça doit être émotionnel. Donc, je pense que c'est là la voie à prendre. Après, bien sûr, c'est intéressant de savoir comment c'est constitué, mais les règles. Je me rappelle, il y avait quelqu'un à l'IRCAM, par rapport à un compositeur avec qui je travaillais beaucoup, qui était Brian Fernio, en fait, qui est très calculateur. Même tout le travail de préparation des partitions est très méticuleux. Et à un moment, si je ne me trompe pas, la personne disait, est-ce que ça vous dérange si on montre comment vous travaillez? Au début, il était tout de suite réticent, en fait, il ne voulait pas montrer. Et puis, en fait, il s'est rendu compte que, oui, il y avait, c'est vrai, au départ, un travail très ancré dans la structure, mais qu'au fil du temps, en fait, il y avait des petites déviations vers une direction plutôt que l'autre, qui étaient dues à le rendre musical, en fait. Et donc, après, ça ne les gênait plus, parce qu'en fait, la musique ne réside pas dans la calculation. Elle est ailleurs, vous construisez un bâtiment, là on est dans le domaine du réel. Donc forcément il faut que tout tienne en place. Mais la musique n'a absolument rien de réel. Elle est complètement inutile si vous voulez. Et c'est ça qui la rend magnifique, parce que dans la vie de tous les jours, elle n'est pas en lien avec les choses concrètes, mais si vous voulez, elle est extrêmement utile pour tout ce qui n'est pas concret. Donc c'est dans un domaine un peu de l'ineffable que vous ne pouvez pas toucher. Donc c'est surtout, c'est bien sûr, ça peut être un intérêt, mais il ne faut pas oublier que la musique s'élève de tout ça. Ça va être tout ce qui est calculation et devient autre chose. Heureusement, sinon Xenakis serait bien resté au ordinateur et ils n'auraient pas transposé tout ça dans une instrumentation. Alors si on zoome un peu sur les recherches esthétiques et critiques de Stéphane de Gerando,
dans le cycle, donc Morphilude, que vous avez enregistré. Est-ce que vous avez perçu le mouvement un peu particulier qui peut exister entre le lien, le non-lien, l'articulation entre le hasard enfin, et le déterminisme dans le processus d'écriture? Mais alors, la partition, elle est à certains endroits extrêmement écrite, notamment, il y a deux mouvements avec les piccolos qui sont à un niveau de détail absolument effrayant. Et il y en a des autres qui sont beaucoup plus libres, en fait, qui laissaient plus de liberté à l'interprétation. Des fois, vous avez des mouvements où il faut absolument suivre les clics. Puis, bien sûr, il y a ces mouvements qui se titrent Fibrane, où, en fait, je joue avec plusieurs images de moi-même, mais en jouant des différentes parties. Donc, bien sûr, vous devez répondre à un certain ordre vertical. Il y a eu un peu de tout. C'est-à-dire que c'était très difficile quand même à chaque fois. C'était la première fois que j'ai joué sa musique, bien sûr. C'était très difficile à chaque fois c'est de rentrer dans la peau de quelqu'un d'autre. C'est ça je trouve toujours difficile. Je le trouverai, je pense, difficile toujours, mais c'est un exercice humain très intéressant qui m'intéresse et m'intéressera toujours. Et, euh, et bien sûr, il y a toujours ces dialogues avec ces différentes envies de plus ou moins, soit très contrôlées, soit pas contrôlées du tout. Et des fois, on s'est laissé guider aussi on expérimentait un peu avec certains sons chantés, des sons cherchés vraiment. Il m'a poussé, il y a eu des moments un peu où j'étais un peu énervé d'une façon artistique, dans le sens forcément, il y a quelqu'un qui vous pousse un peu, qui vous met bien le doigt dans le côte, et je dis, mais bien ça. Et alors, peut-être au début, vous n'y arrivez pas, et puis vous revenez, je dis, ok, on va essayer ça, voilà, je pense que c'est intéressant, en fait. Il y a des choses qui ont mieux marché, des choses qui ont moins marché, mais enfin, quand même, c'est dans la vie de tous les jours, hein, on prend le rapport humain et le rapport avec l'écriture et la musique en sens large, c'est quelque chose de complexe. On ne peut pas comment dire, ce n'est pas parfait et c'est parfait parce que c'est imparfait, en fait. Alors justement, lors de l'enregistrement, là, vous avez eu des séances où vous avez enregistré des parties qui étaient déjà issues, qui étaient déjà écrites, hein. Et d'autre part, justement, vous dites que Stéphane de Gerando un peu insisté, a fait appel un peu à votre capacité d'imagination quant à la production enfin, d'autres sons, de multiphoniques. Là. Ça s'est passé comment, en fait? C'était une séance particulière ou... Je me rappelle surtout, il y avait toute une partie de travail vocal qui, même si j'ai quand même travaillé beaucoup de pièces avec flûte et voix, en utilisant ma voix un peu dans tous les sens, qui m'est resté encore un peu abstraite. Aussi, parce que le problème aussi de l'écriture vocale, c'est que des fois, c'est extrêmement difficile à noter. Et après, sur le travail de multiphonique, dans le spécifique, non, ça c'était toujours quelque chose qui a assez bien fonctionné. C'était, je me rappelle d'un travail très difficile où j'essayais de me pousser au maximum sur la respiration continue, par exemple. C'est quelque chose qui me reste, en fait, que je n'ai jamais eu la nécessité d'utiliser, tout simplement ni d'exercer, parce que tout simplement musicalement, pour le moment, je me suis jamais trouvé dans une situation où j'étais un peu obligé à la travailler. Donc il y a eu toujours ces moments je pense qu'ils sont assez fructueux dans le sens où il y a des moments de tension entre vous et le compositeur. Et une personne pousse un peu l'autre et puis vous reprenez un peu plus d'espace, de distance, et puis vous essayez, ok, peut-être je peux reformuler ça de cette façon-là. Mais il faut toujours rester ouvert, hein, c'est ça. Sinon vous refermez, c'est fini le travail. Donc, comme je disais, c'était aussi important que humainement ça se passe bien, parce que
C'est des moments où il peut y avoir des frictions temporaires, bien sûr, au niveau artistique, hein, c'est pas sur le rapport humain, mais c'est important qu'on puisse en parler dans une situation humainement positive, hein, voilà, pour essayer de trouver autre chose, peut-être vous dites la même chose, mais avec des mots différents, et vous vous rendez compte un peu tardivement. Je vous propose de passer maintenant sur les différentes séquences de morphulude, puisqu'il y en avait 25, hein, et de creuser un petit, raisonnablement, on va dire, le sujet de chaque séquence. Donc la première, ce sont celles qui est intitulée Les horizons chaotiques. Alors, comme son nom l'indique, c'est un morceau où on fait un peu abstraction d'un déroulé et où chaque séquence, en fait, a de l'importance à l'instant présent, mais n'est pas forcément corrélée à la suivante. Comment vous, en tant qu'interprète, vous avez réussi à vous projeter systématiquement dans l'instant présent par rapport à un mode de jeu qui serait auquel vous êtes plus accoutumé avec un déroulé, le passé, le présent, envisager le futur, quoi. Avec des séquences surtout qui sont très, très variées. Comment vous avez appréhendé ces passages En fait, dans sa globalité, quand même, les cycles, c'est vrai qu'à certains instants, elle demandait beaucoup, la musique demandait beaucoup. Entre-temps, chaque mouvement, même les plus difficiles, n'était pas très, très long. Donc, si vous voulez, il y a une confrontation intense, mais qui est d'une durée acceptable, en fait. Et par rapport au début du cycle, je me rappelle bien, en fait, plus que d'en parler de cette façon-là, en fait, c'est comme des événements qui apparaissent d'une façon très verticale, mais qui ne doivent pas avoir de communication l'un avec l'autre. Donc, ce qui était difficile, hein, c'était de séparer les dynamiques, les intensités, les articulations, et essayer de l'imaginer d'une façon abstraite, hein, et de les rendre instrumentales. Forcément, si vous approchez la pièce instrumentalement, vous échouez direct, au bout de 3 secondes. Il faut, au contraire, il faut le penser abstraitement dans votre tête, un peu dans votre pensée, et ensuite trouver les façons techniques pour faire ressortir ces juxtapositions d'éléments qui ne sont pas forcément proches l'un de l'autre. Et donc ça, c'était pour moi la clé, voilà, pour la communiquer. Donc il y a une compréhension du texte et ensuite trouver quelles sont les astuces techniques pour le transmettre de la façon plus correcte possible. Bon, autre séquence ou double séquence pour ainsi dire, c'est Chant d'un cygne avec 2 fragments qui sont séparés sur l'enregistrement. Est-ce que vous avez eu conscience que c'était, quand vous avez enregistré ces 2 fragments, que c'était la même pièce scindée en 2 parties, avec, bon, si on peut dire, une espèce de mini-cycle à l'intérieur d'un cycle plus grand? Oui, tout à fait. De toute façon, Stéphane, déjà en deux, il m'a toujours parlé un peu de la structure. Je me rappelle, si je ne me trompe pas, des fois, il m'a demandé aussi mon opinion. Après, en tant qu'interprète, j'ai essayé ce n'est pas forcément quelque chose que je veux ou j'aime faire, hein, donner les artistiques. Mais si vous me permettez, je prends bien les partitions avec nous, parce que comme vous avez dit, il y a quand même 25 pièces. Et donc ça peut être un aide important pour cette discussion d'avoir la partition sous les yeux. Et non, je n'étais pas forcément conscient au début quand j'ai lu la partition, parce que forcément vous êtes un peu submergé, surtout par les pièces individuelles. Et ensuite, bien sûr, en parlant avec Stéphane, oui, il m'a tenu au courant du fait qu'il y avait bien sûr un retour de cette pièce, une continuation.
Cette séquence s'inscrit dans une double dialectique esthétique paradoxale, articulant d'une part le hasard d'une vaste mélodie, sans autre thème qu'un processus d'engendrement algorithmique pseudo-aléatoire, générant durée et hauteur, et d'autre part une invention intentionnelle et classique de la forme, les phrasés, les nuances, les évolutions d'ambitus, etc. Historiquement, et pour certains musiciens et compositeurs, encore même d'aujourd'hui, cette superposition pourrait être perçue comme un choc, voire comme le signe d'une œuvre mal écrite, parce que donnant apparemment incohérente ou dépourvue de toute unité. Dans le contexte du labyrinthe du temps, qui s'inspire notamment de la notion moderne d'une écriture de la contingence en musique, ce processus constitue pourtant l'un des nombreux dispositifs participant à la construction d'un labyrinthe mémoriel à la fois interne et externe au labyrinthe du temps. La partie électronique, par exemple, crée un contrepoint indépendant à 4 voix, sans rapport immédiat avec ce fragment. Votre première interprétation semble révéler avec un naturel déconcertant une cohérence profonde, ce qui demeure particulièrement frappant et qui manifeste à sa manière une forme de nécessité du labyrinthe. C'est votre détermination à faire exister le temps présent, une hyper-présence, une hyper-concentration, où se conjuguent force et fragilité. Aviez-vous, avant de jouer cette séquence, une approche analytique de l'œuvre? Alors, non, pas forcément, parce qu'en fait, au fil du travail qu'on a effectué, c'était quand même, la partition était aussi évolutive. Donc, nous ne sommes pas dans la situation où c'est toujours un peu un work in progress. On a souvent ajusté des petites choses jusqu'à l'enregistrement. Et je me suis pas penché dans une approche analytique avant d'interpréter. Et donc, ce qu'on voyait, c'était au fait l'effet de ces longues phrases qui ensuite on a un moment aussi interrompu, comme ça, comme on laissait des vides, pendant lesquels l'expressivité n'était pas vide, mais au contraire, elle continuait à se développer. Et il revenait un peu plus tard avec quelques ponctuations, c'était un peu comme, si je peux me permettre, comme des petits signes de ce qui après, plus tard, il allait s'évoluer de manière plus massive. C'est-à-dire qu'il y a quand même des dynamiques qui sont majoritaires, au fait, dans ces mouvements. Il y a quelques petites notes très parsemées avec des dynamiques qui sont très étrangères par rapport, par exemple, à une dynamique qui était globalement vers la fin de la phrase de double forte, et soudainement il y avait quelques bribes qui étaient quadruplées, donc qui venaient un peu comment rentrer avec ces différentes, pas seulement temporalité interprétative, en fait, de mon point de vue, c'est des éléments qui apparaissaient, mais que j'ai senti en tant qu'interprète, qui étaient un peu là, mais qui n'appartenaient pas en même temps à la même temporalité du sujet principal, et que, au fait, au fil du cycle, c'était quelque chose, ces deux identités ce type de temporalité prenait une dimension bien différente. Alors là, si on revient sur notre plan, le plan instrumental, vous avez utilisé une flûte en quart de ton. Est-ce que ça a été un élément essentiel pour interpréter les séquences en micro-intervalles Non, pas forcément. C'est vrai que ça aide, mais ce n'est pas essentiel. C'est un instrument que j'ai depuis des années, mais j'ai fait beaucoup de musique bien complexe même avant. C'est juste à un moment, j'ai eu le désir d'en acquérir une, simplement pour... le problème avec les quarts de ton, c'est que souvent, ils changent les positions, changent les timbres de la note. Et le fait d'avoir un instrument quart de ton, vous pouvez, si vous voulez, garder la même couleur du son tout au long des quarts de ton. Séquence suivante, Eterno Ritorno. Donc, dans cette séquence particulière, Stéphane de Gerando s'est interrogé sur la possibilité de définir des notions de seuil absolu, c'est-à-dire des limites techniques extrêmes qu'on peut observer dans certaines conditions très précises de jeu. L'indication la plus rapide possible ne lui paraissait pas satisfaisante parce que trop sujette à des interprétations subjectives et individuelles.
Donc il a été nécessaire de déterminer un ambitus de tempo objectivé, fruit d'une recherche historique sur le répertoire et d'un dialogue approfondi entre vous et le compositeur. La virtuosité des flûtistes ayant évolué au fil des époques, des œuvres, des instruments, il est aujourd'hui possible d'en proposer une analyse quantitative. Toutefois, les seuils limites ou les seuils absolus demeurent difficiles à appréhender collectivement, car ils renvoient à la singularité physiologique, technique, mentale de chaque interprète. Si on fait une analogie avec le domaine du sport, pour l'instant, il n'y a qu'un seul homme qui a couru à peu près 37 km et demi à l'heure sur 60 mètres. C'est un exploit unique qui n'est pas forcément reproductible. Et bon, si on cherche à faire l'analogie avec l'instrumentiste, le dépassement de ces seuils de rapidité peut affecter d'autres paramètres du son, le timbre, la nuance, la clarté de l'émission, la présence, l'énergie sonore. À travers toutes vos années de pratique, la maîtrise de votre instrument, est-ce que vous arrivez à distinguer des seuils absolus que vous auriez atteints, par exemple, je sais pas, la rapidité maximale du détaché dans un contexte donné, ou des seuils extrêmes qui seraient susceptibles d'évoluer encore? Est-ce que vous pouvez aller encore plus loin? On peut... Ce n'est pas forcément très intéressant de mettre une vitesse limite, en fait, parce que l'art ne répond pas à ce genre de questionnement. Je trouve que souvent, en fait, il y avait un âge où je voyais un peu tout en noir et blanc. C'est-à-dire, ça c'est possible, ça c'est pas possible. Et après, je me suis rendu compte que je trouvais de plus en plus... Enfin, il faut commencer à lire un peu au-delà des limitations techniques. Est-ce qu'on peut exprimer cette chose qui est écrite de façon impossible? Est-ce qu'on peut l'exprimer artistiquement? Le monde de l'art est plein de choses qui ne sont pas... qu'on ne peut pas écrire parfaitement, mais on arrive à quand même à les communiquer. On parle par exemple des émotions, c'est quelque chose qui est impossible à saisir, mais si vous voulez... Il y a certains peintres ou certaines musiques qui arrivent à le cibler. Donc, non, les limites techniques ne m'ont pas jamais vraiment intéressé. Ni définir la vitesse d'une certaine articulation. C'est toujours tout... Il faut savoir où on va et ensuite on cherche la voiture pour y aller. Donc, si on veut aller plus loin, il faut développer des techniques qui peut-être ne sont pas les mêmes que celles qu'on dit tout à l'heure, mais qui nous peuvent passer quand même le message, que peuvent communiquer, donner ce genre de sensation. Et quelle serait la place du mental dans les possibilités de repousser justement ces seuils? Mental? Oh, vous êtes quand même assez proche d'un athlète, hein, c'est-à-dire que... Bien sûr, pas au niveau musculaire, malheureusement, mais bon, au niveau mental, oui, c'est complètement ça. Si vous voulez, c'est peut-être un peu pire, hein, parce que à chaque concert, on nous demande d'être... Ce serait bien si on est à 100% de notre effort, mais ce n'est pas le cas, bien sûr. Les athlètes, heureusement pour eux, ils se produisent moins sur scène, entre guillemets, que les musiciens. Donc, la place du mental est très importante. Et souvent, il n'est pas assez protégé. Et quid de l'âge, justement, pour ces performances extrêmes? L'âge, au fait, je ne saurais pas vous dire parce que ça a changé. J'ai pensé qu'à 22 ans, j'étais tout feu et flamme. Et en fait, non, c'était que du pipeau. Et vous maîtrisez. Je me suis trouvé les pires choses que j'ai jamais faites, c'était on a fait 3 fois une pièce de Morton Feldman de 4 heures dans la même journée. Donc ça, pour l'instant, c'était les pires que j'ai dû supporter. Non, pas forcément. Enfin, c'est vrai que on est quand même, par exemple, on est quand même des souffleurs, c'est-à-dire qu'on continue à souffler tout le temps. Mais, enfin, je veux dire, normalement, vous ne vous sentez pas fatigué en temps de respirer toute la journée. Donc, c'est vrai que le niveau d'entraînement est différent. Mais l'âge, enfin, pour l'instant, je ne vois pas encore de problème. Alors, on se voit dans quelques années, peut-être.
Et justement, dans Eterno Ritorno, est-ce que vous considérez avoir atteint la limite que demandait le compositeur, qui pour lui participe à la création d'un espace particulier, esthétique, cognitif, dramaturgique? Alors, bizarrement, je me rappelle, Eternal Return, c'était la pièce la plus facile à approcher. C'était plus. Voilà, c'est comme s'il y avait des phrases qui se mettaient plus en place, hein, euh, plus facilement. Il y avait des traits, oui, j'essayais de faire le mieux possible. Je ne sais pas si j'attends le maximum. Au moment où je l'ai fait, j'étais au mon maximum du moment. Après, peut-être ça aurait changé. Mais comme je vous ai dit, ça, c'est quelque chose qui change selon la journée. Alors, séquence suivante, interlude 1, lettre à main. Quelle a été votre réaction face à ce passage uniquement pour son fixé, sans flûte? Ben, je pense que c'était quand même important dans un cycle. C'était assez structurant parce que ça permettait aussi de mieux articuler le temps, les discours. Je n'avais pas forcément besoin de souffler, mais ça permettait un instant de se reconcentrer en tant qu'instrumentiste et seul interprète de ces cycles. Mais je pense au niveau de la forme, ça amenait un autre niveau de profondeur. Et ça permettait un instant de faire comme un point-virgule. Sinon, ma présence constante, oui, c'était seulement une autre voix, mais ça permet un peu de donner plus de dimension, plus de profondeur à l'égard de la forme. Passons maintenant à Arc H. Dans cette séquence, vous pratiquez une sorte de double contrôle, c'est-à-dire d'une part la respiration continue, et d'autre part vous modulez le timbre par la voix. Comment vous êtes arrivé à équilibrer, à maîtriser à la fois les deux aspects? Alors, la partie la plus difficile, ce n'était pas dans ces mouvements-là, l'utilisation de la voix. C'était comme j'ai dit tout à l'heure, c'était l'utilisation de la respiration en continu. Notamment, la respiration en continu, c'est quelque chose que normalement on utilise pour des moments très brefs, et surtout avec des dynamiques plus restreintes. Parce que forcément, plus une dynamique plus forte, plus vous utilisez de l'air, plus vous consommez. Donc, voilà. Le problème avec la flûte, c'est qu'au contraire, par rapport au basson, aux instruments, de toute façon, le bois ou les cuivres qui ont quelque chose dans la bouche, ils ont une embouchure, nous on est libre. Donc c'est un peu le problème de la flûte. Il y a sûrement beaucoup de flûtistes qui le font beaucoup mieux que moi. Moi j'essaie de faire mon mieux possible, mais c'est quelque chose qui reste au niveau technique très compliqué. Et plus, si vous mélangez la voix en même temps, donc il y a une utilisation encore majeure de l'air. Donc c'est surtout ça, en fait. Peut-être en le refaisant dans le futur, j'espère de pouvoir encore mieux contrôler pour pouvoir atteindre des niveaux d'expression encore majeurs. Voilà. L'important, c'est d'être toujours dans un mouvement constant et c'est essayer de se remettre en question. Et la partition m'a un peu obligé à le faire, de toute façon. Séquence travers 1, travers 2, travers 3. Ces séquences, il s'agit de contrepoints à 4 voix, hein, et avec une utilisation de couleurs sur la partition pour faire apparaître les contrôles de nuances, de timbres, les différentes combinatoires. Comment vous avez travaillé ces séquences à 4 voix, avec votre unique voix, si on peut dire? Tout à fait. Alors, je me rappelle qu'au début, j'ai été horrifié par toute cette quantité de couleurs. J'avais demandé à Stéphane d'enlever les couleurs. Donc, il m'a fait une version en noir et blanc, sur laquelle, au fait, moi, j'ai dû ajouter les couleurs pour voir la dynamique. Donc, je dis, ok, laisse-moi la partition avec les couleurs. Effectivement, ça va être plus pratique. Étant donné quand même la densité la juxtaposition de dynamique l'une à côté de l'autre. Donc ça permettait effectivement les choix des couleurs de les lire d'une façon plus facile. Alors les problèmes que vous évoquez, c'est le fait que je suis quand même un instrument monodique, entre guillemets, à part des cas où
où on exploite la flûte d'une différente façon, hein, avec les multiphoniques, etc. Et les problèmes, c'est que, en mettant énormément de dynamiques l'une à côté de l'autre, il y a quand même un résultat qui est monodique. Mais je veux dire, enfin, dans les pièces de Bach, hein, vous avez les mêmes choses, c'est-à-dire il y a une polyphonie d'écriture, c'est exactement écrire une polyphonie avec un instrument monodique. Donc l'approche est la même. Travers 1 était un peu le plus compliqué, je pense. Je me rappelle qu'il m'avait donné quelques sueurs froides, je pense, si je me rappelle bien, parce que pour des juxtapositions plus accentuées des dynamiques, qui m'avait donné un peu les nerfs au début. Mais il faut que ça s'uniforme quelque part ici, en fait, pour qu'on puisse trouver cette expression. Si vous voulez, en fait, c'est des fois des dynamiques que vous faites naturellement aussi. Alors, le compositeur, dans certains cas, Stéphane Girando, dans ces cas-là, il veut courber un peu plus certaines dynamiques que vous faites de façon naturellement. Donc, il veut un peu le contrôler d'une façon plus profonde. En tout cas, c'était juste le problème, c'était les premiers contacts, en fait. C'était une pièce c'est des 3 mouvements que je trouve différents du reste, donc ça m'a pris un peu de temps à rentrer dans la peau. Autre séquence liée, Ison des traces et traces en Ison. Donc la séquence Ison des traces renvoie directement à la séquence traces en Ison. L'Ison étant ici généré par l'électronique en temps réel qui capture certains sons de la mélodie de flûte et les fige avec, selon un programme pseudo-aléatoire. Alors sur scène, comment parvenez-vous à intégrer consciemment le dédoublement de la flûte, parce que cette séquence est particulièrement émouvante en interprétation, en concert, mais aussi dans l'enregistrement, parce qu'elle repose sur une relation quelque part intime entre la flûte, on va dire, vivante, vous, l'interprète, et l'empreinte électronique que la partie restitue, en fait. Comment vous arrivez à faire vivre cette intimité entre les deux parties? Probablement c'était les deux pièces que j'ai préférées pour leur lyrisme et leur intimité. En fait, l'électronique, elle est là, mais elle prend pas énormément de place, spécialement dans la dernière. Elle reste un peu derrière, elle colore certaines choses, mais reste quand même en soi assez discrète, à mon opinion. Ça a accompagné, je trouvais que ça accompagnait extrêmement bien ils sont des traces en disant la partie pour flûte alto et la dernière pour flûte basse. Ça accompagnait très bien cette mélodie. En particulier, je me rappelle, je trouvais très émouvant Trace en Ison, le dernier, comme ça pour conclure, je trouvais très, très poétique et inspiré. Et voilà, donc l'électronique, elle était là, mais elle ne prenait pas cette place. Et du coup, il n'y avait pas une surcharge au niveau de l'écriture, donc ça permettait de jouer un peu plus avec cette ombre partielle qui était l'électronique. Zéro flûte, donc pour flûte basse amplifiée électronique. Selon vous, c'est une pièce écrite pour la flûte ou ça a été vraiment écrit pour la flûte? Je sais pas. En fait, je pense pas. La flûte, enfin, un flûtiste, un musicien, la flûte est utilisée comme tube résonnateur. Donc en fait, la plupart des actions prennent place au niveau de la voix. Et donc la flûte est utilisée comme un autre traitement, des filtrages sur la voix. Forcément, vous passez votre voix au travers d'un tube métallique avec des trous, donc vous l'ouvrez plus ou moins tôt dans la longueur de la colonne d'air. Donc, en revenant à votre question, non,
Non, je pense que c'est pour voix. C'est pour voix et la flûte, voilà, vous trouvez catapultée à l'envers, c'est-à-dire que la flûte fait un peu le filtrage électronique de toute l'action qui s'opère au niveau de la voix. Multivers et entrailles, là, ces pièces se caractérisent par l'utilisation de multiphoniques. Comment est-ce que vous avez abordé le travail justement sur les multiphoniques de ces deux pièces? Tout simplement, Alors, en fait, le multiphonique c'est assez simple. Du moment où il y a une conscience de comment ça sonne à peu près, quel type de multiphonique. Il y a plusieurs types de multiphoniques, de sonorités. Quelqu'un qui est plus transparent, quelqu'un qui est plus... moi, ça me rappelle un peu les hautbois qui font le multiphonique. C'est très timbré, très direct. Et les doigtés marchent. Nous, on est contents. Donc, du moment où tout ça est en place, le travail était assez simple, en fait. Je n'ai pas de souvenir. Alors, bizarrement, ce qu'on peut penser quand on fait la flûte, on pense à multiphonique et flûte basse. En fait, ils sont quand même assez riches. Hein. Les spectres des multiphoniques et de la flûte basse, ils étaient assez riches, notamment ceux qui ont quand même une ouverture assez large. Mais sinon, c'était un travail assez simple. Comme je vous ai dit, on a besoin de deux choses. Qu'il y ait une conscience de la part du compositeur de savoir les sons qu'il va avoir, étant donné que nous ne sommes pas des pianos, il ne suffit pas juste d'appuyer, mais et surtout qu'il y a des doigtés qui marchent. Après, on peut les ajuster un peu, mais il faut que les doigtés suggérés restent dans le monde du réel, quoi. Voilà. Alors, une séquence qui est assez inouïe, assez incroyable, c'est Fibran, qui est une partition pour flûte et son fixé, avec 3 flûtes que vous avez enregistrées. La première flûte jouée en temps réel en concert, les 2 autres accordées un quart de ton plus bas afin de créer un contrepoint micro-intervallique à partir d'une double combinatoire en demi et quart de ton. Donc le résultat est assez extraordinaire. Mais ce qui est aussi extraordinaire, c'est la capacité que vous avez eue à gérer avec beaucoup d'assurance, avec des dispositifs techniques relativement complexes, dans une séquence qui est aussi assez longue. Donc en utilisant une oreillette, un métronome, afin de synchroniser toutes les parties. Alors vous avez des élèves, comment est-ce que vous aborderiez avec des élèves cet aspect de l'interprétation de Morphilude qui nécessite de maîtriser, on va dire de façon sereine, différents rapports à la technologie? Oui, j'ai des élèves. Oui, pour parler plus généralement, ce n'est pas. C'est vrai que c'est utiliser un click-track. Enfin, click-track, c'est en soi un métronome. C'est vrai qu'on demande souvent aux élèves de jouer dans le tempo. Et souvent, le métronome est vu un peu comme une punition. Donc, mais ce n'est pas forcément le cas. Là, le métronome il nous sert pour aligner ces 4 voix verticalement. Après, le métronome, ça veut dire qu'on oublie l'artistique. Donc, alors, il y a certains rubato qui sont quand même écrits dans ces dynamiques, dans certaines rythmiques très condensées. Donc, il y a bien sûr, ce ne sont pas des machines, donc il y a un certain degré de rubato à l'intérieur. Mais après, je veux dire, jouer avec le métronome, Mozart, quand on joue Mozart, on fait pas un tempo à 60 et l'autre à 74. Donc, je veux dire, ce n'est pas forcément quelque chose de très difficile à prendre. C'est vrai que le processus de jouer avec une oreillette, c'est pas tout à fait une pratique usuelle dans les conservatoires. Mais nos jeunes ont quand même toujours les oreillettes dans les oreilles, donc ça devrait les obliger quand même à, voilà, là encore, quelque chose qui peut être utile dans notre société, c'est-à-dire ne pas être complètement replié en soi, écouter ce qui se passe ici, mais avoir aussi une oreille vers ce qui passe autour. Donc ça ne me semble pas quelque chose d'extrême à demander. Et dans l'interprétation de cette séquence, est-ce que vous avez eu des difficultés particulières justement pour articuler ces 3 niveaux de flûte? Alors, c'était surtout pour articuler chacune des lignes, qui des fois a des rythmiques, comme je vous disais, et des dynamiques qui ne sont pas tout à fait faciles, et juste comme ça, l'une à côté de l'autre.
Donc ça venait surtout de ça. Ce n'était pas... Après, on a enregistré toutes les lignes, on a enregistré 3 lignes, et ensuite j'ai joué avec la bande. Je ne pouvais pas non plus jouer ma ligne et écouter toutes les autres 3 en même temps. Donc quand vous enregistrez, vous avez une approche un peu plus pragmatique. C'est-à-dire que bon, vous faites confiance en vous-même, vous avez quand même enregistré les 3 autres, donc on va espérer que j'ai pas fait des âneries. Et vous jouez avec tes pros, vous essayez de bien le caler. Il y avait certains endroits, notamment qui étaient très verticales, et des moments où il y avait la respiration de tous les 4 flûtes en même temps. Donc il y a aussi essayé à uniformiser. Mais la chance c'était que quand même, j'ai joué avec moi-même. Donc j'étais pas choqué. Alors, contrepasse pour flûte basse. Alors, est-ce que vous pouvez évoquer, enfin, donner quelques caractéristiques d'interprétation de cette séquence avec enfin, notamment un jeu de position d'embouchure doublé d'un jeu de clés? Oui, alors en fait, chaque fois qu'on couvre l'embouchure, le son qu'on produit, c'est plus grave. Donc, dans les spécifiques, c'est une septième majeure plus grave des notes qu'on doit. Donc, ça nous permet tout simplement, en couvrant l'embouchure, de couvrir, bien que pas avec un son ordinaire, mais avec des techniques particulières, d'aller dans un ambitus plus grave que normalement on ne peut pas attendre. Voilà. Après, il y avait surtout ça, en fait, comme jeu, c'était pas une pièce très virtuose, bien sûr, au contraire, mais c'était sur voilà, des petits éléments, et notamment ce que vous venez de parler, c'est-à-dire le fait de soudainement, je me retrouvais avec des sons de clés, sur une embouchure beaucoup plus grave de ce qu'on pouvait s'attendre. Pic 1 sonne 17, pic 2 sonne 17, donc deux dernières séquences, enfin pas dans le déroulement, mais les 2 dernières que nous avons évoquées. Ce sont des séquences qui sont caractérisées par des changements de tempi, des modulations métriques, hein, avec des séquences virtuoses composées pour le piccolo. Comment avez-vous abordé le travail de tous ces changements de tempi, enfin, toute cette virtuosité enfin, vous qui êtes accoutumé à des séquences particulièrement difficiles, par exemple de Fernéo, comment vous avez appréhendé ces changements de tempi? C'était un peu, disons, au niveau instrumental, ça revenait un peu à ce que je vous ai vu, j'avais vu dans la Eterno Ritorno, mais légèrement sous stéroïde, c'est-à-dire qu'il y avait une difficulté beaucoup majeure. Et comment l'apprendre, comment l'apprivoiser? Est-ce qu'on l'apprivoise? Je ne suis pas sûr qu'on l'apprivoise. Au fait, déjà, l'important, c'est qu'il y a, comment dire, une certaine rigidité, si vous voulez, dans l'écriture, mais que dans les contextes, vous êtes tout seul. Donc, vous êtes pas, déjà, le fait de ne pas être en interaction directe avec quelque chose d'autre, ça aide. Donc, vous avez un certain degré de liberté d'interprétation. Il y avait une bande de son qui s'est passée en même temps, donc superposée, mais qui n'avait pas d'événement qui rappelait une verticalité extrême, hein, des synchronisations. Et après, petit bout à bout, en fait. Comment j'ai pris ces parties, j'ai essayé de rendre... Soit vous faites un click-track, alors vous faites la chose d'une façon très détaillée, mais ça ne le permettait pas trop, il y avait quand même beaucoup de pauses. Et ça, j'ai senti que ça rendait la chose rigide. Alors j'essayais de travailler autrement, c'est-à-dire je prenais des sections, j'ai fait soit des click-track ou avec des métronomes, j'essayais de rendre la chose, les phrases les plus organiques possibles. Il n'y avait pas des juxtapositions trop extrêmes, entre guillemets, de dynamique. Donc j'essayais de faire des sections, le rendre à taille humaine, le rendre normal aussi. Le piccolo, ce n'est pas forcément l'instrument le plus... il est agile, mais peut-être pas au niveau trop de l'embouchure. Et voilà, donc petit à petit, une brique après l'autre, j'essaie de lui donner un sens
j'espère que j'ai au moins atteint les 51% de ça. D'accord. Donc là, on vient de voir quelques aspects des différentes séquences qui sont toutes très, très contrastées, très variées. Et pourtant, à l'écoute de l'œuvre finie, on a quand même une grande pression d'homogénéité, enfin, de fluidité, de déroulé. Vous, en tant qu'interprète, à quel moment avez-vous eu une vision claire de la grande forme, bien que chaotique et labyrinthique, de Morphilud, avec, bon, vous l'avez joué sur scène, mais à quel moment vous avez senti que c'était quand même un seul et même morceau? Pas lors de l'enregistrement, ça c'est sûr. Hein. La première fois, il y a eu un commencement. La deuxième fois, mieux. En fait, il y avait on commençait à sentir cette respiration qui, au fait, a eu, comment dire, uniformisé la chose. Donc, il rendait la chose cohérente et dans un discours horizontal aussi. Donc c'est venu pendant les enregistrements, c'est quelque chose d'affreux. Malheureusement, c'est que vous êtes très... Vous êtes là dans le moment où il y avait une partie, donc on essaie de faire tant bien que mal. Moi, c'est une chose que je n'aime pas particulièrement. Les concerts, c'est où vous vous rendez plus compte de l'organicité d'une certaine chose. Voilà. Alors, justement, enfin, quand vous jouez cette pièce, enfin, en concert, quand vous la rejouerez, puisqu'on espère qu'on va la jouer très souvent, comment enfin, arrivez-vous à aborder tout un tas de situations très diverses, de modes de jeu divers, de concentration dans l'instant tout en restant virtuose, et sans laissant retomber votre concentration dans les passages purement enfin, instrumentaux, enfin, purement électroniques. Comment vous arrivez à rester concentré en fait? Ben, c'est difficile à répondre à cette question. Ça s'apprend un peu avec l'expérience, je pense. Il y a eu quand même des concerts assez catastrophiques. Souvent on les oublie, mais enfin, au moins dans mon expérience, je me rappelle, il y a eu des concerts où soit l'électronique était mal préparée, ça ne marchait pas, ou ça se plantait au milieu de la pièce. Bah, de toute façon, des shows must go on, donc vous continuez, vous apprenez à partir de vos erreurs aussi, hein, on l'espère. Et ça se fait avec l'expérience, mais trop souvent on oublie les mauvaises, on ne garde pas en tête les mauvais moments. Non, non, ils sont partie constituante en fait, de vous-même, donc ce sont des moments très, très importants. Ça dépend comment si vous vous rappelez, essayez d'en faire mémoire, d'évoluer. Alors, justement, sur ces passages purement électroniques, lorsqu'on vous voit sur scène, vous vous assurez quand même une présence, vous restez debout, vous ne quittez pas la scène. Voilà. La présence reste très forte, et donc elle induit une certaine forme de continuité dans la discontinuité. Quel est votre ressenti par rapport justement à cette forme, à cette espèce de constante vibratoire que peut représenter votre interprétation de Morphilud, cette manière un peu singulière de jouer, d'interpréter, et puis d'être là même au-delà du son? Comment Ben, c'est toujours quelque chose qui, enfin, je trouvais assez naturel, dans le sens, en même temps, il n'y a que moi à regarder sur scène, donc c'est difficile de regarder le velours sur les chaises ou regarder le backstage. Vous êtes seul sur scène, on a tendance à regarder la personne qui est sur scène, quoi qu'elle fasse. Donc, autant essayer de garder la continuité et la tension de la pièce, forcément, c'est la même chose, hein, même sans pièce électronique, si vous avez une pause et vous baissez les bras et vous regardez le plafond, la pièce elle est morte, elle tombe comme un pigeon. Donc c'est important de rester toujours en tension, mais c'est une chose qui n'est pas extraordinaire. Enfin, c'est une des choses qu'on apprenne, qu'on apprenne quand même dans les écoles. Vous êtes sur scène, vous êtes la pièce. Dès que vous rentrez, la pièce elle commence. Donc vous ne pouvez pas non plus faire ce que vous voulez.
Alors il y a des œuvres ou des expériences passées qui vous ont aidé à aborder justement cette espèce d'arc sonore, enfin, cette cathédrale sonore qui est Morphilud. Alors, je me rappelle, il y a eu enfin, il y a eu plusieurs, hein, mais il y en a eu une première, en fait, quand j'étais tout petit, enfin, il y a 20 ans, je me suis retrouvé à Londres pour faire un concert d'un compositeur anglais qui s'appelle James Herber, avec lequel on est assez proche. Et en fait, à l'époque, il avait ces 3 pièces de 20 minutes que personne ne voulait jouer. Et donc, moi, un peu comme Don Quichotte contre les moulins à vent, moi, je suis allé complètement comme ça. Pas forcément à l'époque, parce que je ne me rendais vraiment pas compte de ce que j'étais en train de faire, mais parce que, ouais, je me lancé le défi. En fait, aussi, quand vous êtes plus jeune, vous cherchez un peu à briller, quoi. Il faut être un peu pragmatique. Et je me rappelle, je pense que c'était les premiers concerts où voilà, j'étais venu 1 heure, bon, avec ses morts et blessés à la fin du concert, parce que j'étais tout seul. Il écrivait des pièces absolument bien pires que Stéphane. C'est quelque chose de... Ça s'arrêtait jamais. Et c'était très difficilement écrit. C'était vraiment une grande souffrance. J'ai même tout enregistré. Après forcément, je l'avais apprivoisé beaucoup mieux. Mais ouais, c'était un concert assez marquant qui m'a bien vacciné pour les concerts de longue haleine. Voilà. Alors Morphilud, comment vous situeriez Morphilud et son écriture, sa forme si singulière dans l'histoire du répertoire contemporain pour flûte et de la musique mixte? Alors, au fait, c'est un peu la première pièce mixte que j'ai fait d'une telle ampleur. Il y en a des autres, hein, mais pour flûte seule électronique, c'est la seule que j'ai faite. Donc, je pense que c'est une pièce différente des autres parce que il y a des fois, dans la relation avec l'électronique, des fois l'électronique elle prend vraiment pas beaucoup de place, elle reste là discrète. Des fois elle prend beaucoup plus de place et puis vous avez l'utilisation de la voix en soi, d'avoir tous les instruments. Donc c'est quand même une place assez unique, je pense. Et ça pourrait être intéressant de les faire aborder aussi aux plus jeunes. Alors justement, puisque vous parlez des plus jeunes, de la transmission pédagogique, je me souviens d'un concert où vous avez interprété Morphilud à Amiens l'année dernière, et avec pas mal de succès enfin, auprès des élèves. Qu'est-ce que cette curiosité des élèves pour une œuvre a priori difficile vous inspire finalement? Alors, je dois vous avouer que je ne pense pas trop à la réaction du public. Enfin, sinon, ça me bloquerait trop. Sinon, la musique que j'ai faite, des fois, vous faites des concerts, il y a 3 personnes dans le public, c'est pas toujours facile. Donc, déjà, j'évite de trop y réfléchir. Je pense qu'avec les jeunes en particulier, comme je disais tout à l'heure, il faut leur rappeler que la musique ne se passe pas, c'est pas là. Enfin, ça se passe bien sûr dans le cerveau, mais c'est pas. Pour moi, ce n'est pas un plaisir intellectuel, il faut qu'on la ressente. Donc, puis il y a quelqu'un qui est plus ou moins, qui la ressente plus ou moins, chacun a ses affinités, hein. On ne peut pas non plus tout aimer. Il y a des gens qui détestent Brahms, on les aime, il n'y a pas de problème avec Brahms, mais des gens qui n'aiment pas, c'est tout. Et donc, sur la question de l'affinité, on n'a pas trop le contrôle. L'important, je pense que c'est de leur rappeler voilà, qu'il s'agit de ressentir quelque chose, pas de savoir 7 plus 3 logarithme donne c'est celui-là, mais que oui, c'est un départ, mais après il y a des autres traitements qui le rend artistiquement intéressant. Et aussi, je pense que voilà, être pas dans sa propre tour d'ivoire, mais rester approchable. Voilà, essayer de leur parler en tant que être humain, normalement, simplement, sans parler aller dans les choses trop abstraites.
Si vous aviez des conseils à donner à des interprètes souhaitant aborder cette œuvre, le cycle du labyrinthe du temps, qu'est-ce que vous donneriez que donneriez-vous comme conseil? Au fait, peut-être changer d'approche. C'est-à-dire que, comme on en parlait tout à l'heure, l'approche que j'ai eue avec cette pièce, c'est une approche de création. Donc, on était toujours en rapport avec Stéphane. On parlait, on échangeait. Moi, j'aimerais bien que quelqu'un l'approche sans forcément, bien sûr, en cherchant toutes les informations, la technique du compositeur, mais en allant chez le compositeur après avoir digéré autant qu'on peut la partition, pour qu'après il peut y avoir cette confrontation, pas confrontation, mais cette dialectique qui est toujours importante avec un compositeur, c'est qu'est-ce qui se passe de l'œuvre après qu'elle a été composée. Normalement, elle devait avoir vie propre, non? Donc peut-être dans 10 ans, il y a quelqu'un qui prendra la partition, je dis, qui l'apprivoisera d'une autre façon, et que peut-être elle ne sera pas la même pensée du compositeur, mais elle vit en fait. Donc peut-être c'est des choses que en fait, j'ai fait assez souvent, mais que vous ne pouvez pas forcément faire, heureusement, vous ne faites pas au niveau dans le temps d'une création, mais que c'est intéressant de faire en fait. Pour pouvoir voir votre vision et voir ce qui est texte écrit porte quelqu'un d'autre à faire. Des fois, des pièces sérénées et on trouve des choses que j'aurais jamais pensé à faire ça. Et je trouve que c'est très enrichissant. Et selon vous, enfin, y a-t-il des qualités, enfin, techniques, mais enfin, aussi culturelles, qui seraient nécessaires pour interpréter au mieux Morphilune? Ah non, heureusement qu'on n'est pas dans cette situation-là. Non, au contraire. Mais les pièces choisies doivent être là pour nous tirer. Donc, j'espère que les gens ne vont pas choisir les pièces parce que tout est sous contrôle, ils peuvent tout faire. Mais qu'il y a une vision un peu curiosité, voilà, d'arriver à apprivoiser des choses. Bon, ça me fait un peu peur là, mais je ne suis pas sûr de jouer toutes ces pièces une après l'autre. Peut-être quand même, je pourrais y aller, et voilà. C'est comme ça qu'en fait, on a une progression. Ce n'est pas en cherchant le confort constant. Alors maintenant, si vous retourniez chez le compositeur pour faire une espèce de retour d'expérience, comme on dit dans l'industrie, sur Morphilune, est-ce qu'il y a des passages finalement qui vous résistent, enfin, dans lesquels vous vous sentez encore pas très à l'aise et que vous pourriez demander au compositeur de faire évoluer? Est-ce qu'il y aurait peut-être un Morphilune 2.0? Je pense... Je pense pas que je prendrais une position comme ça. Déjà, après avoir fait une création, il faut du temps pour digérer. Il faut quand même, entre guillemets, si vous voulez, se nettoyer un peu la mémoire. Sinon, vous reprenez toujours des automatismes qui viennent de l'expérience très étroite. Et ça m'intéresse pas, parce que sinon, on est dans le refaire. Hein. Et moi, ce que j'aime bien, c'est le refaire, oui, mais à nouveau, en fait. Toujours avoir un nouveau approche, et pour cela, il faut quand même prendre une petite distance au niveau temporel pour le faire. Et après, non, ça m'est jamais arrivé. L'œuvre, moi, mon avis, il est un peu tranché sur l'œuvre. Une fois qu'elle est écrite, elle appartient ni plus au compositeur, ni à l'interprète qui l'a créée. Elle vit des vies propres. J'irai pas demander au compositeur de faire une autre version. Quoi que j'en pense, des choses qui marchent mieux. Ça, c'est au compositeur de faire. Mon expérience personnelle récente, hein, assez. Je lui ai fait avec un compositeur qui a réécrit quand même 1 heure de musique. Et moi, j'ai enregistré. Il a écrit 1 heure de musique, plein de pièces différentes. Et j'ai enregistré. Et ensuite, c'est moi, je n'ai rien demandé. Il a tout réécrit. Donc, non, la pièce ces processus-là ne m'appartiennent pas. Je suis interprète. J'interprète. Je ne suis pas encore interprète, compositeur, chercheur, pédagogue. Voilà, je m'attiens pour l'instant à interpréter ou à faire de la création. Alors, est-ce que vous avez envisagé d'interpréter la version pour flûte seule de Morphilune? Pas encore. Je trouve qu'étant donné quand même le rôle
de l'électronique qui est quand même elle est là pour souligner quelques aspects, c'est intéressant. Et je trouve que maintenant que je commence à me pencher un peu plus sur le dialogue avec l'électricité, je pense pas que je m'en priverai. Voilà. Alors on va terminer sur un contexte un peu plus général, hein. C'est la situation de la musique contemporaine de nos jours, hein. Comment est-ce que vous pouvez expliquer le contexte un peu compliqué, si on peut dire, de la musique contemporaine actuellement, le peu d'appétence du public pour certaines œuvres, espèce de recul aussi qu'on peut noter par rapport à d'autres périodes de l'histoire de la musique, une espèce de repli vers moins d'audace, moins Mais à une période, d'expérimentation. il y avait besoin de faire ça, mais je pense qu'il y avait de la résistance, donc ça ne marche plus après. À un moment, c'est quelque chose qui s'est essoufflé. Moi, de mon expérience, ça revient un peu toujours au même le problème, hein. C'est-à-dire qu'on ne rappelle pas que la musique, c'est lié aux émotions qu'on ressent. Oui, oui, les émotions, elles ne doivent pas être non plus limitées. Le champ des émotions, c'est quelque chose de très large, qui heureusement ne se limite pas à des émotions basiques. C'est quelque chose de très complexe, une émotion. Et donc, moi, je trouve un peu étrange, hein, que les gens se sentent plus proches de la musique baroque que la musique d'aujourd'hui. Parce que, si vous voulez, la musique baroque, enfin, ça part d'une société qui n'a rien à voir avec la nôtre. Donc, moi, c'est exactement le contraire. Je trouve, si vous vivez si vous vraiment vivez aujourd'hui, et vous vous imprégnez de ce qui vous entoure, je ne vois pas ce qu'il y a de bizarre dans la musique d'aujourd'hui. Après, il y a des musiques d'aujourd'hui, et musique contemporaine, ça ne veut tout rien dire, ça veut dire juste musique d'aujourd'hui. Il y a tellement de directions différentes de la musique qu'il y a de quoi trouver votre bonheur. Après, il y a quand même un peu... ça demande un peu d'effort, hein, la musique. Hein. On n'est pas là, on ne regarde pas le tableau, on passe, et puis on pense aux courses. La musique demande une écoute active. Sinon, c'est une musique qui est comme ça, fait pour faire la décoration de votre journée. Mais la musique, disons, la musique d'art, elle est là pour vous faire réfléchir. En même temps, quand il y avait dans certaines passages de Mozart, 4 voix qui chantent 4 textes différents en même temps, et vous l'écoutez, c'est juste un brouhaha, hein. Enfin, oui, peut-être il y a au niveau de la tonalité, d'accord, on comprend, mais les textes, bon, on ne comprend absolument rien. Donc, il n'y a pas quelque chose de quand même assez moderne, même dans ces compositions-là. Les mots de tête, des fois, il y a tellement de voix qui se proposent en même temps qui nécessitent forcément que vous plongez un peu dedans. Sinon, oui, c'est une écoute, oui, vous l'écoutez, mais c'est assez superficiel. Donc, c'est toujours quelque chose qui demande un investissement humain. Il y a un peu ça et qui manque peut-être, et il faut essayer de donner aux gens un peu l'appétit. Pour favoriser la création contemporaine, serait que des lieux de production ou des festivals soutiennent, mais dans la durée, des interprètes engagés justement dans la diffusion de l'œuvre contemporaine. Qu'est-ce que vous penseriez Il y en a déjà, l'institution. Le problème, c'est que c'est fait d'une façon un peu plus très ponctuelle, en fait. Et donc, le fait de les faire ponctuels et qu'il n'y a que des grands noms qui les fassent, ça limite un peu la portée de ce genre de travail. Il faudrait que ça soit quelque chose de plus diffusé. Après, pas tous les interprètes ont envie de s'investir à cette échelle-là. C'est compliqué. On n'est pas non plus des missionnaires, on a aussi notre vie privée. Moi, j'essaie de faire tant bien que mal, de porter un peu le message. Voilà. Il faut aussi profiter de sa propre vie. Donc, il y a plusieurs variables qui se mettent en place. Il y a des institutions, alors des fois, ils sont un peu forcés de le faire, mais
c'est une question d'appétit un peu général qu'il faut remettre en mouvement. Je pense que si on parle plus au cœur, plus qu'au cerveau, ça peut aider. Dernière question pour conclure pour le moment cet entretien passionnant. Donc Morphilune fait partie d'une œuvre qui est beaucoup plus vaste, vous le savez, c'est le labyrinthe du temps, une œuvre de dimension assez colossale, hein, à la fois dans le travail, depuis ça fait 15 ans que Stéphane de Gérando travaille là-dessus. C'est une œuvre multidimensionnelle, poétique, visuelle, technologique, sonore évidemment, qui est liée à la danse, au théâtre, et qui se développe en fait en dehors de tout cadre institutionnel, tout en intégrant des aspects de recherche et des aspects pédagogiques de transmission. Alors, comment expliquez-vous que les grandes institutions françaises, qui ont déjà marqué leur intérêt pour le travail de Stéphane de Gérando, n'aient pas encore produit une grande forme du labyrinthe en fait? Ouais, c'est difficile à répondre à cette question. Aussi parce que je ne suis pas de l'institution, mais je sais pas, en fait, les institutions, des fois, répondent à des besoins différents des individus, ou sinon, des fois, ça manque tout simplement de synchronisation dans l'échelle temporelle. Je ne saurais pas. Je pense que de toute façon, ce genre de situation où un artiste n'est pas forcément porté par une institution, une certaine importance, ça met l'artiste dans une situation où, en fait, si vous voulez, ça peut le renforcer. Vous avez en gros deux choix. Soit vous vous affaiblissez et vous laissez tomber, soit vous croyez vraiment dans votre projet, vous le portez encore plus fortement. Donc je pense que c'est le cas de Stéphane, de Gérando. Je pense que ça peut être, comme toute chose, des fois, les limitations, un peu des ambitus un peu plus restreints à certaines choses, les limitations peuvent pousser la force créatrice à encore plus au-delà. Bon, écoutez, merci Matteo Cesari. J'ai oublié de vous demander si vous aviez écouté le disque ou pas encore. Pas encore. Ah, ouais. Je l'écouterai.